Le 6. Alors, bonsoir. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, bon, ceci étant dit, qui propose l'ouverture de la séance? Je propose. Madame Parent, secondée par Madame Graham. Donc, je déclare la séance du 13 janvier ouverte. Avant d'aller à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais aussi souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde, là. Donc, voilà, partons du bon pied. Et puis, ceci étant dit, vous avez devant vous, conseillers et conseillères, l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification d'ajout. Qui veut bien en proposer l'adoption? Je propose. Alors, Madame Graham, secondée par M. Forêt. Donc, c'est adopté. Vous avez aussi pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget le 16 décembre dernier. Et vous l'avez examiné. Qui veut bien proposer son adoption? Monsieur Martin, secondé par Madame Graham, donc c'est adopté. Dans la même veine, vous avez aussi pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 à 21h. L'autre était à 19h30. Vous en avez fait la lecture qui propose. Monsieur Forêt, secondé par Monsieur Martin, donc adopté. Avant de passer la période de questions, j'aurais des items d'intérêt public à vous mentionner. Premièrement, on vous souhaite la bienvenue. Merci. Conseillère Dominique Parent du secteur 2, du district numéro 2. Alors, vous n'êtes pas à vos premières armes, vous avez déjà siégé. Je ne sais pas si, pour le bénéfice, vous avez siégé sous M. Pellan, en fait, de 2009 à 2013. Donc, j'étais la conseillère, en charge des dossiers patrimoine, communication, même si toutes ces responsabilités se mêlaient. Oui, alors, voilà. Donc, j'ai été au conseil. Je me suis aussi déjà représentée. Je me suis toujours intéressée aux questions municipales, des fois plus intensément que d'autres. Mais là, je suis contente de revenir puis de voir que certaines choses ont beaucoup avancé. Alors, merci. On est content d'avoir votre expertise, expérience. Alors, je salue tous les citoyens, puis aussi ceux du district numéro 2 que je reconnais dans la salle. Alors, merci. Alors, vous allez vous avez noté sans doute que le siège ici à ma gauche est vacant, qui est le siège de Mme Cohen. Je vais revenir sur ça avec plus de détails plus tard parce qu'on va passer une résolution lui permettant un congé de son poste de conseillère. Je vous donnerai de détails plus tard. Il y a eu aussi... j'ai reçu beaucoup de commentaires concernant la fermeture de l'éco-centre. Alors, les gens ont perçu que l'éco-centre était fermé de façon définitive. En fin de compte, la partie de l'éco-centre était opérée sous 2 modes d'opération. Il y avait une première mode qui était opérée, on opérait à partir de notre budget et de nos employés aussi. Et c'est cette portion-là qu'on a... arrêter de donner le service. Par contre, le service continue à se donner une fois par mois, c'est-à-dire que c'est sous le financement de l'AMRC. Donc, une fois par mois, vous pouvez accéder à partir du mois d'avril à l'éco-centre. Dans la même veine, j'aimerais vous signaler aussi que, puis c'est juste une des raisons, qu'on n'est pas bon on n'est pas vraiment performant dans notre recyclage. Beaucoup des matières qui sont emmenées à l'éco-centre en fin de compte, se ramassent dans
le container d'enfouissement. Donc, on a du progrès à faire là. Alors, j'espère que dans l'année 2020, on va être un peu plus performant. Et aussi, on va être sans doute plus vigilant pour s'assurer qu'on maximise notre recyclage et notre revalorisation de la matière, surtout dans un contexte global où on commence à vivre les changements climatiques. Là, c'est important d'être conscient qu'on a un impact sur l'environnement. Et le recyclage peut réduire cet impact-là. Avant de procéder à la première période de questions, on aimerait aussi répondre à des questions antérieures. Alors, vous avez quelque chose à mentionner, Mme Graham? Oh, oui, Monsieur le maire. Donc, il y a une question qui a été posée sur la validité des chiffres utilisés dans la présentation concernant les faits saillants du rapport financier 2018. Plus précisément, il y avait les questions sur la validité des chiffres qui se concernent les 2 diapositives qui détaillent les fonds disponibles et l'état de surplus accumulé non affecté. Et le surplus accumulé non affecté, c'est ce que nous pouvons considérer comme le surplus libre ou le fonds de prévoyance de notre municipalité. Comme nous avons précédemment répondu, les chiffres présentés sont corrects, sauf une seule coquille dans la ligne qui traite de l'affectation pour équilibrer le budget qui a montré l'année 2018, alors qu'elle aurait bien dû lire 2019. Cependant, la question du citoyen a démontré que, dans nos efforts pour présenter les faits saillants du rapport financier 2018 à nos citoyens, nous les avons rendus par inadvertance moins faciles à comprendre que plus faciles à comprendre. Et c'est sûr que ce n'était pas notre objectif. En conséquence, le Conseil, nous avons examiné les 2 diapos en question et le Conseil a choisi de les remplacer par le même format utilisé dans la présentation des faits saillants du rapport financier 2017. Ce format présente 3 avantages. Premièrement, il est relativement facile à comprendre et, deuxièmement, relativement facile à trouver la source des informations dans les états financiers audités. Troisièmement, en utilisant le même format de 2017, il est très facile de faire une comparaison directe d'année en année. Cette comparaison entre 2018 et 2017 a été faite et va être incluse dans la présentation. Ce même format sera également utilisé lors de la présentation du rapport financier 2019. Alors, merci. Il y a eu d'autres questions. Une question qui avait été posée par M. Brisy, mais je ne vois pas que M. Brisy est ici. Alors, j'ai la réponse, je vais l'appeler pour lui donner. Ça se peut qu'il soit en vacances. L'autre question avait été posée par M. Hawley concernant le chemin driver et j'ai l'intention, j'ai la réponse à sa question. C'est des questions très spécifiques pour des dossiers très spécifiques. Donc, j'ai l'intention de l'appeler et de lui donner la réponse à sa question. Maintenant, on peut procéder à la période de questions. Je vous signale, pour ceux là, qui sont nouveaux, c'est une période de 30 minutes. 5 minutes pour la période des questions. Et votre question doit traiter, pour la première période des questions, des items qui sont à l'ordre du jour. Alors, je vous invite de vous présenter au micro et vous identifier et poser votre question. Et je répondrai. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va aller maintenant dans le règlement.
Conseillère, concernant le règlement 6.1, 6.2, vous en avez pris connaissance. Vous en avez fait la lecture. Vous allez m'abstenir d'en faire la lecture. Et j'ai vérifié avec le greffier. Il n'y a eu aucune modification depuis que vous avez fait la lecture. Donc, à ce moment-là, j'aimerais procéder à l'adoption du règlement numéro 299 intitulé « Règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales, les compensations pour l'année 2020. Donc, c'est toute une cédule ou un inventaire de toutes les taxes qu'on doit récolter ou qu'on peut récolter, ainsi que les compensations, etc. Qui veut bien en proposer l'adoption? Madame Lefebvre, secondée par Madame Graham. Merci. Dans l'item 6.2, c'est l'adoption du règlement numéro 261-2019 modifiant le règlement numéro 261 relative à la démolition. Alors, ici, on fait une précision sur le montant dû de taxes pour que ça soit plus précis dans le document de démolition. Donc, c'est un raffinement là, de l'énonciation de ce règlement-là. Qui en propose? Monsieur Forest, secondé. Voulez-vous ajouter quelque chose, Monsieur Forest, de niveau? OK. 7.1. Oh, second. Monsieur Forêt et Madame Graham. Ça va? 7.1, c'est le dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019. Alors, c'est un dépôt. Est-ce que vous avez des commentaires? Non? Aviez-vous des commentaires, Madame Graham? Simplement, quand on note, Monsieur le maire, que c'est l'approbation de la liste de comptes à payer dont la totale s'élève à 188 080 et 73 sous. Merci beaucoup. Comme d'habitude, vous faites un bon suivi de nos aspects budgétaires. 7.2, c'est aussi un dépôt du rapport de paiement effectué, y incluant les bordereaux de paie, et ça pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019. Alors, dépôt, est-ce que, conseillère, vous avez des commentaires? Non? Ça va. 7.3, c'est l'examen et l'approbation de la liste des comptes à payer datée du 9 janvier 2020. Alors, vous en avez fait l'inspection et maintenant, on vous demande de l'approuver. Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame Graham, allez-y. Mes excuses, Monsieur le maire, j'ai été mêlée. Donc, le chiffre que j'ai mentionné tantôt, c'était ce chiffre-là. Oh, ouais. Donc, c'est vraiment le chiffre qui est relié aux les comptes à payer. Donc, mes excuses pour l'erreur. Donc, c'était 187... 188 080 $ et 63 sous. Ouais. Et qui était pour des comptes à payer qui étaient datés du 9. Merci beaucoup pour vous proposer. Oui. Secondé. Non, c'était une approbation. Oui. Secondé par M. Martin. Vous avez ça, M. Greffier? Oui. Alors, au niveau de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le CCU s'est réuni en séance le 11 décembre et on doit accepter le dépôt du procès-verbal du comité consultatif qui propose. Alors, Mme Parent propose, secondé par M. Forêt. Donc, c'est adopté.
Ici, 8.2, c'est la demande de plan d'implantation, d'intégration architecturale relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur le lot 4 848 128 du cadastre du Québec, qui est situé au 12 rue Mountain. Alors, Oh, excusez-moi. oui. C'est mon voisin. Alors, il faut que je sorte. Alors, oui. Alors, allez-y à votre présentation. OK. Donc, la localisation est à l'endroit que vous voyez sur le diaporama en jaune. C'est près du centre urbain. C'est dans le centre urbain, en fait. Le bâtiment concerné, c'est celui que vous voyez. Donc, la justification zone H25 dans le noyau villageois, dès qu'il y a de nouvelles constructions accessoires, c'est sujet au PIA, c'est-à-dire implantation et intégration architecturale. Alors, vous voyez à gauche, c'est difficile de s'en apercevoir, mais en jaune, il y a déjà un bâtiment accessoire qui est là. Il est tout petit, il est en quadrillé. Et celui qui est projeté, c'est ce que vous voyez à droite. Donc, il va occuper un espace plus grand. Alors, vous voyez la nature des matériaux déjà, les ouvertures, tout ça. On va aller... il est à 1,5 m de la ligne de propriété, ce qui est conforme au règlement de zonage. Donc, le bâtiment projeté, c'est comme vous voyez, on voit la façade avant avec des ouvertures, la façade donnant dans la cour avec des ouvertures, mais la façade qui donne chez le voisin, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Donc, les dimensions sont là, superficie, hauteur, revêtement, toiture en acier non texturé, le revêtement mural du bois mébec de couleur rouge campagnard. 8.2 est toujours sur la rue Mountain. Alors, le bâtiment concerné, là, c'est les vues d'ensemble pour évaluer l'implantation architecturale et l'intégration architecturale et l'implantation. Alors, on voit que là où il est situé, on ne verra pas de grands impacts, de grands effets sur la route, sur l'espace public. C'est recommandé positivement par le comité. Alors, vous avez terminé? Oui. Alors, qui propose? M. Martin, secondé par Mme Graham. Donc, c'est adopté. Alors, notez que 8h47, Mme Lefebvre est revenue. OK? 8h47. 48. Ah, oui, OK, excusez. Oui, le jet est confortable, c'est ça. Vous avez raison. Ce qui nous amène maintenant à 8.3, qui est une demande d'implantation. 8.3, qui est une demande d'implantation d'intégration architecturale relative à l'installation d'une enseigne à projection perpendiculaire sur le lot 4 848 453 du cadastre du Québec, qui est situé au 1er rue principale sud. Allez-y, M. Bourragan. Oui, alors c'est le bâtiment qui est en plein cœur du noyau villageois que vous voyez en jaune, qui, depuis quelque temps, opère le Round-Top Bagel. Donc, le bâtiment concerné, c'est celui que vous voyez ici dans la zone C03. Tout l'affichage de tout le noyau villageois est concerné par le PIA, intégration architecturale. L'affichage proposé, projeté, va être à l'endroit que vous voyez à votre gauche, avec ce que vous voyez comme inscription, le nom d'entreprise, cuit sur bois, feu de bois, et les produits. À votre droite, vous voyez une petite pancarte existante pour la signalisation du stationnement. Il n'y a pas de réglementation qui couvre une signalisation de direction comme ça. Il y avait aussi là, son bagel architectural qui a fait foi d'affichage en attendant d'avoir son autorisation. Au-dessus de la porte, les inscriptions de l'entreprise. Et à droite, l'affichage fenestré qui n'est pas couvert par la réglementation. Donc, essentiellement, c'est la pancarte de 1 mètre sur 1 mètre qui sera installée là où vous le voyez, si le conseil en donne l'aval. Alors, 1 mètre par 1 mètre comme dimension en bois, avec fixture en acier, ça a été recommandé positivement par le conseil, par le comité d'urbanisme. Qui propose l'adoption? Mme Graham, secondée par Mme Parent. Donc, c'est adopté. 8.4, qui est demande de plan d'implantation et d'intégration
structurale relative à l'installation d'une enseigne attachée sur le lot 5 326 571 du cadastre du Québec, situé au 35 rue principale Nord. Allez-y, M. Beauregard. Comme localisation, vous reconnaissez le centre d'achat actuel. Alors, c'est un des commerces, celui qui est à droite de celui qui a une finition complètement foncée, qui change sa signalisation pour ce que vous allez voir. Friperie avec le logo de l'entreprise, on va s'aimer encore. La hauteur d'1,40 m, le cadrage est en peint en noir, matériaux en métal, superficie d'1 mètre carré, 1,86 m carré, avec un éclairage en colle de cygne. C'est aussi recommandé positivement par le comité d'urbanisme. M. Martin, secondé par M. Forêt, donc adopté. 8.5, qui est une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale relative à des travaux de rénovation extérieure sur le lot 4 849 663 du cadastre du Québec, qui est situé au 57 rue principale Nord. Alors, c'est l'entreprise d'art et de rêve que vous reconnaissez sûrement après qu'on a passé la voie ferrée, toujours sur la 139 Nord, à l'endroit que vous voyez. Alors, les travaux consistent à l'agrandissement du bâtiment principal et rénovations extérieures. Rénovations extérieures sont des changements en revêtement, comme on va voir tantôt, fenêtres, portes et ajout d'une ouverture. Justification, on est dans le noyau villageois, les zones que vous voyez là. L'agrandissement, maintenant, on le localise, comme vous pouvez voir à droite, la flèche verte indique une annexe, un appendice, en fait un agrandissement, ni mineur ni majeur, mais un agrandissement. Et les matériaux de revêtement, tant de l'agrandissement que du bâtiment, sont ce que je vais vous expliquer. La grange à droite, des planches en V embouffetées, couleur teinture grise, l'extension, l'agrandissement en bardeaux de cèdre, toiture en cadre de fenêtre, les parapets toiture en métal pré-peint, et enfin ce qu'on appelle le contrefort ou la partie inférieure en béton brut. Ce que vous voyez à votre droite, là, tous les nouveaux revêtements de gris, excepté ceux en cèdre pour l'agrandissement. C'est recommandé positivement par le comité d'urbanisme. Mme Lefebvre propose, Mme Graham dispose. Merci. 8.6, c'est là qu'on se retire? Oui. Mme Graham? Oui, donc je me retire à l'étude affirmative de conflit d'intérêt. Et moi aussi, alors je demanderai à M. Martin de présider, s'il vous plaît. Je vais juste prendre le relais en tant que pro-maire. Alors, je vais demander à M. Beauregard s'il peut continuer, tout simplement. Alors, c'est un PPC Moi qui autorise de remplacer un garage par un logement nouveau. Et ce pourquoi la demande du Conseil se retire, c'est que le PPC Moi, on va le voir tantôt, donne pour autorisation conditionnelle qu'il n'y ait pas de logement de courte durée dans ce futur logement-là à être créé à même le garage. Alors donc, c'est dans le centre urbain, l'intersection des rues Pleasant et Académie. Je vais vous résumer. On est présentement en étape finale du PPC Moi. La consultation publique a eu lieu. Il n'y a pas eu de changement à apporter depuis la consultation publique. Donc, tout ce qui est là, c'est intégralement ce qui est là depuis le tout début. Donc, ajout d'un troisième logement en transformant en garage. Maintenant, le garage étant existant, le bâtiment étant existant, il n'y a pas de respect des marges de recul qui sont évidemment observées parce que c'est un bâtiment qui n'est pas récent. Les marges de recul ont été dictées après, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se surprendre de marges de recul d'aussi courtes que 0,80 m dans un cas, 4,20 m de l'autre. 2 logements avec un troisième qui fait office de garage, qui était autrefois le garage. Alors, dans la zone, on demande que les logements soient superposés. Lui, ça ne sera pas le cas. Le troisième logement ne sera pas au-dessus du deuxième. Il va être à côté, dans l'ancien garage. Ensuite, les cases de stationnement, il y en aura 2 au lieu de 4 si on appliquait les règlements. Mais les occupants, tout ça, c'est bien compris que 2 cases suffisent. Et les dimensions des cases de stationnement, toujours là parce qu'elles sont existantes, elles sont légèrement inférieures à la réglementation actuelle quant à la profondeur. Profondeur 3,6 mètres au lieu de 6 mètres
demandé comme profondeur de case de stationnement. On voit maintenant l'existant, les ouvertures propres à un garage, le projeté de la fenestration, et on voit les élévations arrière et latérales projetées, et le plan d'implantation qui explique les marges de recul plus restreintes. On les voit avec les flèches rouges qui mettent en relief les marges de recul nouvelles. Donc, la décision est celle-ci, si le Conseil veut bien donner suite, d'adopter le PPC moi tel que proposé aux 15 Académies et 21 Pleasant dans l'intersection, d'approuver l'ajout d'un troisième logement, alors que dans la zone, on limite à 2, avec les marges de recul de 0,8 et 4,2. Un troisième logement à côté plutôt qu'en addition du deuxième, faire un étage additionnel. Ça devient une habitation trifamiliale, alors que c'est le bifamilial qui est limité dans le secteur, avec 2 cases de stationnement plutôt que 4. Et des cases de stationnement moins profondes que ce qui est réglementé. Dans le territoire, je vais lire maintenant les conditions. Dans le territoire d'application, les conditions suivantes s'appliquent dans la mesure du possible, compte tenu de l'espace restreint, privilégier un aménagement paysager en façade avant du troisième logement. L'usage résidence de tourisme exercé sur une base périodique à titre d'usage complémentaire à un usage de groupe habitation, tel que défini dans la politique révisée sur les logements à court terme. Donc, la phrase est longue et c'est interdit. Ça se termine par être interdit. Ce qui est interdit, c'est convertir la résidence en tourisme court séjour. Alors, la recommandation du comité d'urbanisme depuis le début est positive et la consultation publique a eu lieu. Donc, proposeur... Qui propose? Madame Lefebvre propose. Qui seconde? Monsieur Forêt. Merci beaucoup. Forêt. Alors, merci, M. Martin. 8.7, qui est une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relative à l'aliénation et au morcellement d'une partie du lot 5 095 864 du cadastre du Québec, situé 353 chemin Cynic. Alors, M. Beauregard, allez-y. Oui. Alors, vous voyez là où se situe la demande. En fait, tout ce qui est en jaune est sous couvert de la Commission de protection du territoire agricole. On voit la grande ligne en vert là, en vert qui délimite ce qui est le territoire agricole et le périmètre urbain. On va voir un peu mieux le projet. Le propriétaire veut vendre le pointillé qui est en bas à l'occupant où on voit le numéro civique 425 et le propriétaire se garde 353. Alors, dès que quelqu'un ne vend pas entièrement sa propriété en zone agricole, il doit avoir une autorisation de la commission avant de faire la transaction. Si la commission l'autorise, ça prend une déclaration de conformité à la réglementation municipale de la Ville et un appui de la Ville au projet. Alors, pour résumer, le nouveau découpage va être conforme au règlement de lotissement et en matière d'usage agricole, parce qu'on est en zone agricole, les villes n'ont pas de pouvoir sur la rentabilité des superficies. Donc, quelqu'un qui réduit sa superficie, est-ce qu'il devient non rentable à des fins agricoles? La commission en juge. Ce n'est pas un critère de décision pour la Ville. Donc, c'est un projet de subdivision qu'on vous recommande favorablement d'autoriser, d'appuyer. Alors, qui propose? M. Martin, secondé par Mme Parent. J'ai été un peu vite, là, excusez-moi, la résolution, elle est là. Superficie visée 10,46 hectares, c'est la transigée 375 hectares. Et considérer la demande telle qu'elle est présentée conforme à la réglementation, donc d'appuyer la demande. Excusez-moi, M. le maire, j'ai échappé une diapo. Vous maintenez tout? OK, bon, c'est maintenu. Alors, c'est adopté. 8.8, c'est le dépôt du rapport comparatif pour les permis de construction, de rénovation, de réparation, de transformation, d'abattage d'arbres, de captage d'eau souterraine. Donc, c'est un dépôt. Par contre, il y a des copies en arrière. Ce qui est intéressant, c'est 8.9. Pardon? Là, c'est juste parce que Oh, you go ahead. You do it. Okay,
Alors, Mme Graham, vous donnez plus de détails. Moi, j'étais plus intéressé dans le deuxième. Allez-y. Mais je pense que c'est M. Beauregard qui peut très bien expliquer qu'est-ce que... OK, les statistiques, on est rendu là. OK, non. Monsieur le maire, est-ce qu'on est rendu Oh, au point OK. 8.8? Ce qu'on voit dans un premier temps, le Conseil voit, c'est le dépôt de rapport comparatif trimestriel pour les permis de construction, de rénovation, de réparation, d'abattage d'arbres, de captage des eaux souterraines et autres. Donc, c'est une liste de toutes sortes des permis qui ont été émis. Donc, bref, donc, pour le trimestriel octobre, novembre, décembre 2018, ils ont émis 73 permis versus un total de 63 permis pour la même période en 2019. Donc, c'est juste un dépôt. Mais je pense que ce qui est plus intéressant pour tout le monde, c'est... donc, voilà ce dont je viens de mentionner. Donc, c'est là qu'on voit le genre de permis émis. Mais grosso modo, qui est plus intéressant, c'est la prochaine diapo. Monsieur Et le voilà, maire. celle qui m'intéresse parce que vous allez noter ici, on fait une comparaison entre 2018-2019 pour les permis généraux, permis de lotissement. Et alors, pour le nombre de logements, on est passé au total à 42, à 78, qui représente quel pourcentage, monsieur? 37 38 d'augmentation? Je l'avais calculé au niveau du total des investissements, mais je ne me souviens pas du calcul pour cet élément. Ben, je pense que c'est 30. Qui est fort en calcul? C'est le double en nombre de logements. Pardon? 42 79, c'est presque le double. Oui, c'est presque le double, ce qui est intéressant. Donc, il y a des copies en arrière, et puis, je vous invite à la regarder, là, puis voir en détail, là, mois par mois, en fin de compte, les augmentations. Alors, Si vous permettez, voilà. Si vous permettez, M. le maire, je vais donner une petite nuance. Là. Si on s'en tient en bon français au bottom line ou au cumulatif en bas de ligne, là, vous voyez qu'en 2019, tous les résultats sont tous supérieurs. Et ce qui ne figure pas dans le tableau, c'est qu'il y a eu un inspecteur qui a quitté, M. Perrimeau, pendant 4 mois, il n'était pas là. Donc, malgré tout, tous les résultats, les nombres de permis émis, la valeur, tout ça est à la hausse. Alors, on a tous une petite pensée pour Marie-Ève Vincent, qui a été la seule urbaniste à émettre les permis pendant presque 4 mois. Oui, bravo. Oui. Bravo. Alors, merci beaucoup pour la précision. Ce qui nous amène à 9.1, qui est l'embauche d'un journalier qualifié au service des travaux publics. Donc, on procède ici à l'embauche de M. Louis Couture et qui veut bien proposer Mme Graham, secondée par Mme Lefebvre. Donc, à partir de demain, c'est bien ça? Le 14 janvier 2020. C'est de lui accorder sa permanence. Alors, félicitations, M. Couture. Dans un autre ordre de pensée, on veut mettre la fin du lien d'emploi de journalier au service des travaux publics à 9.2. Et à ce moment-là, l'employé est entré en service le 20 juin 1984 et on met fin à son emploi le 14 janvier 2020. C'est l'employé numéro 32-05 qui en propose l'adoption. Monsieur le maire. Allez-y. Monsieur le maire, si vous me permettez, c'est peut-être important de dire que on ne met pas dehors, là. C'est un individu qui était en congé de maladie depuis plus de 3 ans et qui a effectivement pris sa retraite en juin 2019. C'est ce qui justifie le fait qu'on met fin à son emploi. Je le propose. Alors, merci pour la précision, secondée par Mme Parent. Donc, voilà. J'imagine, dans ce cas-là, on envoie une lettre de remerciement là, pour ses services. Hein.
On veut aussi procéder à 9.3, l'annulation de la vente d'un véhicule usagé de marque Western Star. Il y a... attendez que je me retrouve. Oui, je sais que l'acheteur s'est désisté, donc... et puis... alors, soumissionnaire était M. l'Automobile Terrien. Il avait fait une offre à 6 529 et 6 529 exact. Et il retire sa soumission. Qui propose? M. Martin, secondé par Mme Parent. Donc, c'est adopté. Alors, 9.4, c'est l'affectation du surplus réservé du surplus réservé eau usée, là, c'est l'enveloppe, pour l'achat d'une génératrice de secours pour équiper le poste de surveillance. Je vous explique un peu. À Sutton Junction, il y a un plan d'épuration et il y a une pompe, parce qu'à un certain moment, l'eau doit monter vers le plan d'épuration, et compte tenu que c'est plus bas que le plan d'épuration, quand il y a une panne de pouvoir, il y a un overflow avec cette pompe-là, et compte tenu qu'il y a un ruisseau à proximité, donc la survesse se déverse directement dans le ruisseau avant traitement. Donc, à ce moment-là, pour les normes environnementales, évidemment, là, on va installer une génératrice qui va, lorsqu'il y aura des pannes de pouvoir, il n'y aura pas de déversement dans le ruisseau. Qui propose? Monsieur Martin, secondé par Mme Lefebvre. Donc, c'est adopté. Ici, 11.1, dépôt d'un procès-verbal de correction conformément à l'article 92-1 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est un dépôt qui propose. Il n'y a pas besoin de proposition. Il y a 11.2, autorisation de signature du contrat d'édition gratuite pour la production du calendrier municipal. Madame Graham, ça ne nous coûte rien. Hein? Le promoteur vend... peut-être vous pouvez l'expliquer. Donc, c'est le promoteur qui... pour la plupart, le calendrier est financé par la vente des publicités à l'intérieur du calendrier. Cependant, il y a un petit montant qui est à la coûte de la ville. Donc, cela veut dire le montant nécessaire qu'il faut payer pour le mettre dans la poste, mais à part qui nous coûte, si je me souviens bien, à peu près $1 500. Mais à part de ça, il n'y a aucun frais pour la ville. Le montant prévu, Mme Graham, ce que je vois, c'est $1 000. Excuse-moi, merci. Oui, le montant prévu que je vois ici, c'est $1 000, Mme Graham. Alors, Maximum. alors ça va pour l'autorisation? Qui propose? Mme Graham, secondée par Mme Parent. Donc, c'est adopté. 11.3, autorisation de paiement d'une formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie. Et ça vous concerne, ça, Mme Parent? Est-ce qu'il faut que je sorte? Non, non. Alors, Je propose. vous proposez qui dispose? Mme Lefebvre. Alors, bon cours. Monsieur, Allez-y. si je peux ajouter, si j'ai bien compris, vous que vous avez déjà suivi cette formation, Mme Parent, il n'y a pas une obligation pour vous de le refaire, cependant, dans une souci de blablabla. En fait, oui, je précise que le cours s'offre en ligne. Ça dure 2 heures, alors je pense que ça devrait être dans la mesure de mes possibilités de le faire, puis c'est une mise à jour, en fait. oui, exactement, et qui coûte $75. $75. Donc, maintenant, 11.4, absence motivée d'un membre du conseil municipal. Vous avez remarqué que Mme Cohen n'est pas présente. Malheureusement, elle a
elle doit subir de la chimiothérapie et puis elle veut s'assurer là, de se donner tous les moyens pour un prompt rétablissement. Donc, sous un billet de médecin, on lui permet un congé de maladie indéterminé pour son rétablissement. Un des points que Mme Cohn a fait, c'est qu'elle a vraiment un souci de ses citoyens. Donc, tout sujet, là, préoccupation citoyenne dans son district, n'hésitez pas à me contacter. Là, je vais m'assurer là, du suivi, mais j'attiendrai au courant. Et c'est sûr que le conseil ici lui souhaite un prompt rétablissement. Bon, on va la supporter moralement. Alors, qui propose? Madame Lefebvre, secondée par Madame Parent. 12.1. On doit procéder à la nomination de représentants de la ville pour, en fin de compte, le pacte Brome-Missisquoi, Paul Sutton. Il y a des argents, là, il y a des applications qui sont soumises et puis il y a un comité d'évaluation. Alors, moi, d'office, j'en fais partie et c'est M. Martin et Mme Graham qui vont siéger avec M. Forêt comme suppléant ou backup. Si un des conseillers, conseillères ne peut pas assister aux réunions. Donc, qui propose? Mme Lefebvre, secondée par... OK. Donc, c'est beau. 12.2, appui des demandes. Là, le prochain point, Faut qu'on ressorte. Oui. Donc, moi, je suis directrice du Parc d'environnement naturel de Sutton qui dépose une demande. Voilà. Puis moi, je suis vice-présidente du conseil d'administration d'Art Sutton qui dépose aussi une demande. Alors, M. Forêt, vous pouvez nous éclairer? C'est assez facile à éclairer. Ça fait plusieurs années que le gouvernement du Québec donne un budget à la MRC pour encourager des projets, financement de projets en milieu rural, ce qu'on appelait anciennement le PAC rural. Là, on l'appelle le PAC. Et la MRC demande que les propositions qui sont faites par les organismes soient en principe appuyées par la ville. À savoir, non pas de trouver les montants, c'est le comité qu'on vient de nommer qui va regarder ça, mais regarder de notre côté si les critères qui sont propres à la ville sont applicables à ces propositions-là. Il y a 7 projets qui sont proposés et on appuie, on recommande et on appuie ces projets-là pour qu'ils soient analysés par la MRC et par la suite, la MRC va venir s'asseoir avec le comité que qu'on vient de nommer pour regarder en quoi et comment, par rapport à notre budget et par rapport à la MRC, on peut satisfaire en tout et en partie les demandes, les montants qui sont demandés par chacun des organismes. Et je propose l'adoption de cette résolution. Qui seconde? Madame Graham, donc c'est adopté. Merci, M. Forêt. Qui a secondé? OK. À 14.1, c'est l'autorisation de signature d'un contrat de travail d'un travailleur autonome à durée déterminée. Donc, ici, la personne va donner un support administratif 14 heures semaine au service incendie. Et puis, je vous signale que depuis, je dirais 1 an, là,
les obligations de la municipalité de bien documenter soit toutes les interventions, l'entretien qui est fait sur l'équipement d'incendie, on a une obligation de tenir des records. Donc, c'est pour ça que cette personne-là va être engagée. Qui propose? Monsieur Forêt, secondé par Mme Graham. Et ça termine, on peut passer à la deuxième période de questions du public. Alors, vous vous présentez vous identifiez, posez votre question. Nicole Côté. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Alors, si je viens ici au micro aujourd'hui, ce qui est rare, c'est au sujet de l'adoption de la modification au règlement relatif à la démolition. J'ai été l'objet d'une décision du comité de démolition il y a déjà pas mal de temps, 1 an et demi au moins, je pense. Et j'ai contesté cette décision parce qu'elle était tout à fait mal fondée quand j'ai pu la lire, enfin. C'est-à-dire qu'elle était fondée sur de fausses informations livrées par un employé, sans doute, de la Ville à ce moment-là. Mais oui. Soyez plus direct avec votre question, Madame. Eh bien, ce que je veux vous demander, c'est on m'a suggéré d'attendre l'adoption de ce règlement, de cette modification, que ça allait apporter ce qu'il fallait pour régler mon problème, parce que ça fait très longtemps que j'ai contesté et que j'ai demandé à être entendu, et jamais on ne m'a convoqué. Alors, ce soir, je constate que l'amendement apporté n'apporte pas le moindre changement ou ne touche absolument pas mon problème. Mais j'essaie de comprendre votre question. Allez-y. Mais ma question, c'est pourquoi m'a-t-on demandé d'attendre et pourquoi est-ce que je ne suis pas toujours convoquée pour que le Conseil entende ma contestation à propos de cette décision qui a été rendue en fonction du règlement du comité de démolition? Alors, sur le champ, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas familier avec le dossier. Ce que je propose faire, par contre, c'est d'approfondir et vous revenir avec une réponse à la prochaine session ou même vous appeler personnellement. Je vous ferai remarquer que j'ai été obligée d'engager un avocat pour que quelqu'un me réponde et que je suis encore sans réponse. Et ça, je ne comprends pas ça. J'ai besoin d'explications sérieuses. On va vous répondre, Madame Côté. Allez, j'ai peut-être pas de réponse technique à l'aspect de la résolution, mais j'ai vu passer un courriel il y a quelques jours où on nous demandait nos disponibilités du comité de démolition qu'on vient de nommer. Et ça devrait... Je sais que votre dossier est à l'étude du comité de démolition. Probablement, je me souviens plus exactement des dates de disponibilité, mais il me semble que c'est en janvier. Bon, alors je vivrai d'espoir. Merci. OK, merci. D'autres questions? Yes. Ann Dyer. Can you tell us what the savings were to close the Eco Center? Like, how much did it cost last year, and how much is it not going to cost Right now, I this year? can't answer the question, but I'm sure that if you address it to the public work, they can come up with But you guys, with the numbers. Yeah. you made the decision to But close it based on lack of personnel and money. So, and that was in the Bois de l'Est. So what were those? Those are important. Madame Dyer, je ne peux pas répondre sur le champ. I can't answer on the... But if you address your question to Public Work, I'm sure they will be able to provide you with the information. I'm permitted to go directly to the Public Works? You can phone, yes. Oh, I'm not going to phone. I'll write to him. Okay. That's one... Is that supplementary or another question? Can I ask a second question? Well, we have a rotation... All right, you go. OK. Votre nom? Oui, Philippe Landry. Je me demandais, au niveau de l'éco-centre et de l'environnement en général, il y a bien des choses qui sont plus faciles à faire. Je pense au niveau de la MRC qu'au niveau du village de Sutton. Je ne sais pas jusqu'à
quel point c'est intégré ou intégrable, ou même M. Legault nous avait dit, quand il était à San Francisco, que les sceptiques seraient confondus en environnement. Je ne sais pas de quoi il parlait au juste, mais je ne sais pas c'est quoi votre question non plus. Ma question, c'est, je ne pense pas qu'en environnement, là, seulement à Sutton, on puisse vraiment faire quelque chose. Je ne sais pas comment la ville de Sutton peut s'intégrer à travers une structure qui veut être pour répondre à votre question, pour répondre à votre question, premièrement, je pense qu'il y a un degré de sensibilisation à faire auprès des citoyens, et je dirais même peut-être des contracteurs aussi, pour s'assurer que ce qu'on amène est propre et que ça ne se ramasse pas dans des sites d'enfouissement. Puis en plus de ça, éventuellement, il va y avoir des pénalités. Ça va nous coûter de l'argent si on n'est pas propre, là, excusez, je vais utiliser cette chose-là, ce mot-là. Et il y a aussi, va falloir regarder, parce qu'il y a quand même, moi j'ai constaté une problématique au niveau du chemin, là, il y a des véhicules qui stationnent sur le chemin, et surtout au printemps. Donc, il y a peut-être des aménagements qu'on peut faire pour améliorer la performance de notre éco-centre. Donc, et à la régie aussi, ils vont améliorer leurs installations là, pour que ça soit plus user-friendly et puis qu'on puisse être plus performant dans notre MRC. Alors, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner, M. Landry. Okay, second question. Which ledger was used to do the budget, the August or the November? I believe Madame Graham can clarify that, your mic. The treasurer normally basically is doing a constant update as to what we think the end of year figure might be. If you recall that we actually showed, if I remember correctly, in the public meeting of November, how we had to establish what money that we could make available to deal with all the various problems that we had with the storm that we had there. So it would have been done at the most recent moment, probably her best estimate at the end of November. But I would point out, however, that the real importance of knowing what we think the surplus for 2019, knowing what that number is primarily to understand, do we need to make a provision in the 2020 budget to overcome any possible shortfall in 2019? That's the main reason you're concerned about your 2019 numbers. Even though we knew we had to make use of a lot of our surplus and that we had all sorts of things, short-term problems to deal with, our treasurer did not anticipate at any point that we would have a deficit for 2019, so therefore no provision had to be made in the 2020 budget. So which ledger did you use? November? The figures as of the end of November? The figures at the end of November would still not have been audited, so it's her best estimate as of the end of November. Okay, and what surplus did you put in for 2019? I don't have that number in front of me, I'm afraid, or by memory at all. Okay. And can I just, the 10% for the park, the Loti Small, for the 5 lots over in Glen Sutton, has that finally been paid? It was put on the agenda of September, and there were, I think, 5 lots with a value over $1 million. So the 10% was a significant amount of money, $85,000 more or less, because of some changes in the law. Has that been paid? I'm still looking into that. I'll get back to. Right? Well, it's 5 lots in on Wilson. Okay. On Wilson Road. Okay. Well, I don't have the answer. I'll have to get back to you on that one because you had asked a 10%. In theory, that should have been paid before the end of the year, correct? So it should be in the 2019 figures?
I'll have to verify that, but I don't have the answer. Quoi? Quoi? I'm a little out of my comfort zone here, but to the best of my understanding, Mrs. Dyer, when somebody makes a demand for lotissement, and we basically say, okay, you can go ahead, and we make our decision, do we want land or do we want money, etc. So in this case, we said we want money. However, it's only at the moment that, but having said yes, there is not then a limit by which the person has to pay the money. They only have to pay the money at the point at which the lotissement goes ahead. There have been cases in the past, for example, where various councils have accepted a lotissement, let's say for money, and subsequently the promoter has decided not to go ahead. So no money was paid, no lotissement goes ahead. So in this particular case, I certainly couldn't comment as to whether it's been paid or not, because I don't know whether the lotissement has gone ahead. Well, we've been asking this because one of the lots had a house built on it, and as I understand it, you cannot have a building permit until the 10% lotissement has been paid. And we seem to be going around in circles. Yeah, well, we have to clarify that. I can get back to you. But this new, I was not aware of this, this new issue. Is there this, sorry to ask another question, but this lotissement and permis chart is interesting, very interesting. Yes, yes. Is there a possibility for the values, to pull out the values for the lotissement versus the values for construction, so that we know which ones are land, just land values, and which ones are construction? Or could you clarify how that is set up? Well, I'm out of my league, but I'll let Monsieur Beauregard maybe, and we don't want to generate too much administer, but go ahead with your... Oui, je vais tenter une réponse. Les valeurs que vous voyez, ce sont celles de construction, je crois, parce que les valeurs de lotissement, c'est le coût d'un permis qui n'est pas très coûteux. Alors, le 25 millions, moi, je vous dirais ce soir que c'est seulement les valeurs des nouvelles constructions. OK, so ça n'inclut pas la valeur des terrains. Je ne crois pas, mais je peux le confirmer le mois prochain. OK. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que le nombre de logements, c'est très haut. Comparé. Oui. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des logements multi-family. Je trouve que ça, c'est important parce qu'on discute toujours qu'il y a un manque de logements plus petits, plus abordables. So, ça doit être une bonne chose à montrer. Oui. OK, merci. Yeah. OK, merci. Mr. Mayor, I'm concerned with Mrs. Dyer's question about the reason of the closing of the Ecocentre. And I just want, can I add something? Because I was a citizen when I received that news. So I think my understanding was that it's not only an economy, but it's also the question of the quality, the kind of matière, comment on dit ça en anglais? Materials that were allowed to the Sutton Ecocentre were not able to be treated, some were not able to be treated. And the MRC is more complete. So that's why the decision, my understanding is that this decision was made that the MRC did a better job at treating all those materials so it wouldn't go to the site d'enfouissement. Yeah, they have better control. They have more expertise. I wouldn't argue that. I'm not knowledgeable. But the thing was, in the newspaper, it mentioned cost and it mentioned lack of personnel. Yeah, but if you look at Mrs. Cynthia Laflamme's article in La Voix de l'Est, she interviewed Mr. Largy, and I think the answers were more complete to my understanding. I'll give you a copy after Okay, the thank meeting. you. Madame? Alors, bonsoir. Moi, c'est pas tellement une question. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Christiane Bergeron. Alors, ça serait plus une proposition. Alors, ça concerne notre réseau routier, autant sur les rues principales que les routes secondaires ou les quartiers résidentiels. Il n'y a pas beaucoup de rues qui n'ont pas de trous ou de crevasses. Alors, on sait qu'il y a des coûts élevés à l'entretien du réseau routier, soit pour la réparation ou l'entretien. J'avais observé quelque chose, qui pourrait être appliqué.
Si on limitait ou on évitait de faire des épandages d'abrasifs sur les petites rues, je vous dirais, mettons, la rue Pine, la rue Pearl, qui sont des sens uniques. On roule à 10 km/h à peine, 15. La rue Dépôt, pour en nommer quelques-unes. Je pense qu'on pourrait peut-être aider à l'améliorer, à prévenir la détérioration. On pourrait améliorer aussi notre environnement. Et ça serait plus propre aussi lorsqu'on marche. On serait peut-être moins arrosé. Je peux répondre à vos questions. Oui, j'ai effectivement remarqué que, surtout sur la rue principale, qui est la responsabilité du MTQ, que déjà, il commence à avoir des nids de poules. Et puis, on en a discuté en comité et on veut obtenir, et d'ailleurs, M. Larguy est en contact avec le MTQ ainsi que notre directeur, pour qu'on ait carte blanche, là, pour qu'on puisse effectuer des réparations d'urgence et puis qu'on n'aille pas se battre là, pour un remboursement par le MTQ. Donc, il y a en fin de compte, on nous a posé la question et on leur a répondu. Et là, on va avoir plus de marge de manœuvre à ce niveau-là. Concernant les abrasifs, là, ben, écoutez, c'est pour la santé et la sécurité des conducteurs, non seulement les conducteurs, mais les piétons, et il y a même des véhicules, des bicycles là, qui se promènent en hiver. Donc, c'est sûr qu'on veut gérer les abrasifs puis les déglaçants, surtout le sel, là, qui peut être nuisible à l'environnement aussi, de façon parcimonieuse et avec responsabilité. Mais moi, je ne pense pas qu'on peut, je n'en ai pas discuté avec les travaux publics, s'abstenir de répandre des abrasifs, là, parce qu'on va avoir sans doute des chutes, des accidents, et puis on risque d'être poursuivi. Alors, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. OK, merci. Mais par contre, il y a quand même bien des municipalités qui ont mis cette pratique en application. Certaines rues, les rues qui sont tranquilles, qui on roule à 10, 20, 30 km/h. On a beaucoup de plaintes sur les excès de vitesse ici à Sutton. D'ailleurs, j'ai une réunion avec la Sûreté du Québec mercredi, mais on essaie de faire des suivis. Je ne sais pas si vous avez remarqué en fin de semaine, là, il était présent sur le territoire. Alors, on paye 1,2 million pour les services de la Sûreté du Québec. On veut en avoir pour notre argent. Alors, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie de votre attention et je demanderai à quelqu'un à proposer de la levée. Madame Lefebvre, secondée par Madame Parent. Donc, merci et bonne soirée à tous.